Avant de passer, de donner la parole à notre conférencière et à notre conférencier, permettez-moi de vous les présenter. Alors, Éric Richard, enseigne la sociologie au campus Notre-Dame-de-Foy. Éric mène des travaux de recherche dans le milieu collégial depuis 2005 déjà. En plus de tes intérêts pour la pédagogie, tes travaux aussi se sont intéressés aux étudiants inscrits au programme de techniques policières, à la mobilité intraprovinciale des cégepiens, aux étudiants adultes et aux réalités LGBT+. Ses intérêts de recherche à Richard concernent les jeunes à travers des questions de mobilité, de l'intégration, de la formation et des conditions de vie. En 2014, bravo, Richard a remporté le prix du ministre pour le meilleur rapport de recherche pédagogique pour ses travaux sur la mobilité intraprovinciale des cégepiens. Actuellement, Richard mène une recherche paréa sur les parcours scolaires des étudiants adultes au cégep. J'aimerais aussi ajouter qu'Éric a aussi été membre du comité de rédaction de la revue Pédagogie collégiale. Quant à Isabelle Lapointe-Terrien, elle est professeure de sociologie et d'anthropologie au campus Notre-Dame-de-Foy depuis 2008 et est titulaire d'une maîtrise en anthropologie sur le thème des relations interculturelles au Québec. Depuis plusieurs années, elle enseigne en technique policière, bien sûr au campus Notre-Dame-de-Foy, mais ses intérêts de recherche, Isabelle, portent également sur les diverses réalités que vivent les étudiants collégiales d'un point de vue pédagogique, social et culturel. Isabelle a réalisé 2 recherches sur les réalités des étudiants adultes inscrits au collégial et sur les réalités des professeurs qui leur enseignent. Elle travaille présentement sur les réalités LGBT+, au collégial. Alors, bon webinaire, mesdames, messieurs. Merci, Nicole, beaucoup. Merci, merci. Je vais partager mon écran pour le diaporama. Voilà. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être là en si grand nombre. Isabelle et moi sommes très heureux d'être ici aujourd'hui. Vous présenter une recherche qu'on a menée récemment, présenter des résultats, mais aussi vous présenter des recommandations qui peuvent en découler. Donc, on a eu l'opportunité en 2020 de mener une recherche sur le thème de la diversité sexuelle et de genre dans les cégeps de la région de la Capitale-Nationale. Cette recherche-là a été menée en partenariat avec 2 organismes communautaires dont les missions sont de promouvoir et de sensibiliser la population à la diversité sexuelle et de genre. Donc, ces 2 partenaires sont GRI Québec, qui est situé dans la ville de Québec, et Fondation Émergence, qui est située à Montréal. Et je tiens à souligner également, remercier le ministère de l'Éducation pour son financement dans le cadre d'un part innovation sociale dans cette recherche. Donc, on va vous faire une présentation. Je veux vous dire d'emblée, si jamais vous avez des idées à partager, des opinions, et que vous n'avez pas le temps de le faire durant le webinaire, je vous invite à communiquer avec moi ou Isabelle après coup. Ça va nous faire plaisir de recueillir vos idées pour bonifier nos réflexions quant à ce thème qui, d'après nous, est très important. Donc, n'hésitez pas à nous joindre ultérieurement, là, ça va nous faire plaisir. Donc, le plan de la présentation, rapidement, c'est assez classique. Là, rapidement, on va passer quelques éléments de la problématique, des objectifs de l'enquête et quelques détails relatifs à la méthodologie pour garder le principal du temps qu'on a avec vous pour parler de certains résultats de la recherche et vous présenter les recommandations dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, je laisse la parole à Isabelle là, qui va vous présenter des éléments de la problématique. Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je ne prendrai pas trop de temps puisqu'Éric vous a souhaité la bienvenue, puis je vais sauter directement là, à ce qu'on veut vous présenter. Alors, en ce qui concerne les principaux éléments de la problématique, en fait, on vous a mis plusieurs études là, dans le PowerPoint qu'on vous présente, mais évidemment, il y en a beaucoup plus. Là, si vous voulez en avoir plus, ça va nous faire plaisir, là, évidemment, de vous partager nombre de sources bibliographiques. Donc, il y a plusieurs études qui rappellent que le milieu scolaire, c'est un des lieux publics où est-ce qu'on va retrouver le plus souvent des manifestations d'intolérance à l'égard des personnes de la diversité sexuelle et de genre. Il y a d'autres enquêtes qui rapportent que les jeunes qui s'identifient à la diversité sexuelle et de genre sont régulièrement exposés à des actes de violence ou de micro-agressions, simplement en raison de leur orientation sexuelle ou parce que leur expression de genre ne correspond pas aux normes de genre dominantes.
Et parmi ces sources qu'on a mis là, on pourrait aussi ajouter celle de l'enquête qui a été menée par CROP en 2017, qui était une enquête pan-canadienne commandée par la Fondation Jasmeroy, qui arrive également là, à ces conclusions-là. Ces micro-agressions et ces actes d'intolérance-là ont plusieurs répercussions pour les jeunes, vraiment à divers niveaux, puis c'est des répercussions importantes, là, si vous voyez ce qu'on a indiqué, donc des répercussions d'ordre psychosocial, telles que de l'isolement, des difficultés d'intégration auprès des pairs, des troubles anxieux, des troubles de comportement, des troubles de détresse psychologique, des périodes de dépression. Et tout ça, mais évidemment, a des influences négatives en ce qui a trait à leurs aspirations futures à ces étudiants-là, à leur réussite, à leur persévérance scolaire. Et même à un niveau encore plus élevé, il y a même des étudiants qui vont avoir des idées suicidaires et qui vont peut-être passer à l'acte. Donc, c'est des répercussions qui sont vraiment importantes et malgré ça, il y a peu d'études qui portent sur le milieu collégial en ce qui a trait aux questions de la diversité sexuelle et de genre. Il y a deux principales études qu'on a indiquées ici, là, le groupe de travail mixte contre l'homophobie, puis l'étude de Chamberlain et collaborateurs. Cette étude-là qui date quand même de 2011, ça fait un peu plus de 10 ans parce qu'elle a été réalisée là, au début 2008. Et on va y revenir sur cette étude-là de Chamberlain et collaborateurs puisque il y a certaines de nos questions qu'on va pouvoir, là, de nos réponses en fait, de nos résultats qu'on va comparer là, avec ce qu'on retrouvait là, il y a plus de 10 ans. Je te laisse changer la diapo. Donc, les objectifs de notre enquête, il y en avait deux principales. La première, c'était d'élaborer puis de valider 3 instruments de mesure qui étaient adaptés aux étudiants là, du collégial. Nous, on ne va pas vous présenter ces instruments de mesure-là aujourd'hui. Par contre, évidemment, si vous avez des questions, là, on vous invite à communiquer avec nous. L'objectif de la présentation d'aujourd'hui porte davantage sur le deuxième objectif, qui était d'établir le portrait des cégepiens qui fréquentent les collèges, mais de la région de la capitale nationale. Celle de Chamberlain était à l'échelle provinciale. Et donc, nous, ce qu'on voulait voir, c'était la perception là, des étudiants par rapport à leur attitude à l'égard des personnes de la diversité sexuelle et de genre. Donc, je tiens à faire une précision. J'ai partagé, pendant qu'Isabelle parlait, un document PDF. Donc, c'est la présentation. Donc, vous pouvez la télécharger. Vous allez avoir tous les renseignements là, dont Isabelle parlait, les références, etc. Donc, en ce qui concerne le contexte de l'enquête et quelques éléments de méthodologie, sans trop s'étendre, il faut avoir en tête que notre collecte de données s'est déroulée à l'automne 2020. Donc, tout le monde qui est ici sait très bien que l'automne 2020 est une session qui a été marquée par l'incertitude dans le milieu collégial. Et il faut avoir en tête que notre recherche avait été planifiée avant même qu'on entende parler de la COVID et on avait planifié une approche méthodologique qui nous amenait à aller dans les collèges, rencontrer les étudiants avec une stratégie d'échantillonnage très rigoureuse et probabiliste. On a dû se raviser en voyant le contexte de l'enseignement à l'automne 2020, la charge qui était déjà sur les épaules des collèges, et on s'est rabattu sur ce qu'on appelle un échantillonnage non probabiliste de volontaires. Qu'est-ce que ça veut dire en langage clair? C'est qu'on a demandé d'envoyer un MIO à tous les étudiants des collèges concernés par la recherche pour les inviter à répondre à notre questionnaire. Donc, ça amène une certaine limite quant à la généralisation des résultats de notre enquête. Ça ne veut pas dire que nos résultats ne sont pas bons, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas pertinents, ça ne veut pas dire que les instruments de mesure qu'on a développés avec le premier objectif de la recherche ne sont pas bons. C'est plutôt la question de la généralisation des résultats qu'on a obtenus à l'ensemble des cégepiens qui est très limitée. Ça n'empêche pas qu'on a réalisé quand même une très bonne enquête, à notre avis. Elle s'est déroulée comme prévu dans les 7 collèges publics et privés là, de la région de la capitale nationale. Et finalement, le message d'invitation est envoyé à plus de 19 000 étudiants. Et en bout de ligne, on a pu exploiter là, 2876 questionnaires pour faire nos analyses et vous présenter les résultats qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, on arrive à la présentation des résultats. Donc, les premiers résultats qu'on veut vous présenter concerne un petit peu ce qui se passe avant
l'entrée au collégial chez les participants cégepiens qui ont répondu à nos questionnaires. On a fait ça de différentes manières. D'abord, on a questionné, on a refait ce que d'autres enquêtes font pour voir le niveau de compréhension des participants d'une enquête quant à certains concepts ou acronymes relatifs à la diversité sexuelle et de genre. Donc, on est allé questionner certains vocabulaires et acronymes, dont LGBT, LGBT+, homophobie, transphobie. Vous voyez ça. Premier constat qu'on a pu faire, c'est que plus la situation se complexifie, moins les étudiants répondent bien maîtriser ou bien connaître ces éléments-là. Par exemple, l'acronyme LGBT+, est moins bien compris, moins bien maîtrisé que LGBT. Transphobie, même chose par rapport à homophobie. Donc, ça, on s'en est aperçu aussi lorsqu'on avait fait un pré-test. Avant toute la collecte de données, on avait fait un pré-test. Et c'est l'une des raisons, je ne sais pas si vous avez remarqué le titre de notre enquête, donc on retrouve l'acronyme LGBT+. On aurait pu avoir un acronyme beaucoup plus inclusif, hein, LGBT+, etc. Mais pour des raisons d'interpellation et d'amener les étudiants à se sentir concernés par la recherche, on s'est vite aperçu que si on complexifiait déjà le titre de la recherche, ça serait peut-être moins interpellant pour eux de répondre, etc. Donc, on a choisi cet acronyme-là. Et ça a été confirmé par nos résultats. Donc, on voit d'ailleurs un premier résultat qu'on peut constater, c'est que les étudiants qui déclarent, par rapport à ce qui s'est passé au secondaire, ne pas avoir entendu parler de la diversité sexuelle et de genre lors d'activités de sensibilisation, par des conférences ou des activités pédagogiques au secondaire, déclarent avoir une moins bonne connaissance de ces acronymes et de ce vocabulaire-là, notamment chez les étudiants qui se déclarent strictement hétérosexuels. Ça, c'est une première chose. On a vu aussi, dans nos résultats, que les étudiants qui déclarent très bien connaître ou parfaitement connaître le vocabulaire et les acronymes, montrent des niveaux inférieurs de croyance et de perception sur nos instruments de mesure. Donc, Isabelle vous l'a dit, on ne vous donnera pas trop de détails sur les instruments de mesure, ça pourrait faire une présentation en soi. Et qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est que finalement, les étudiants qui connaissent bien, qui déclarent bien connaître ces acronymes et vocabulaires-là, montrent un niveau d'ouverture finalement plus grand à la diversité sexuelle et de genre. Également, on ajoute à ça, par rapport à ce qui se passe au secondaire, que les étudiants, encore une fois, qui déclarent ne pas avoir entendu parler au secondaire lors d'activités pédagogiques ou de sensibilisation de la diversité sexuelle et de genre, vont montrer des niveaux supérieurs ici de croyance et de perception sur nos trois instruments de mesure. Donc, moins d'ouverture. Hein. Donc, ici, il faut dire ça, des niveaux supérieurs d'homonégativité, d'hétéronormativité et de transphobie. Donc, ils vont montrer des niveaux supérieurs à ces instruments-là, notamment chez les étudiants qui se déclarent strictement hétérosexuels. Enfin, élément de visibilité dans les écoles secondaires, les étudiants qui déclarent qu'il y avait dans les écoles secondaires des comités LGBT+, des comités alliés dans leur école, eux vont montrer des niveaux inférieurs sur les instruments de mesure, donc une plus grande ouverture à la diversité sexuelle et de genre, notamment, encore une fois, chez les étudiants qui se déclarent hétérosexuels. Donc, il y a une différence qui s'installe. Donc, si on veut représenter ça plus imagé, on pourrait constater que ce qui se passe au secondaire en termes de sensibilisation et en termes de visibilité quant à la diversité sexuelle et de genre contribue finalement à favoriser une attitude positive qui se répercute sur ce qu'on observe également au collégial chez les cégepiens. On ne tombe pas en bas de notre chaise en découvrant ça, mais quand même, on a été capable de le documenter ici et de voir que ce qui se passe en amont, dans un autre ordre d'enseignement, vient influencer les comportements des cégepiens. Donc, on s'est intéressé également à ce qui se passe au cégep. Donc, Isabelle va vous entretenir de ça. Donc, par rapport aux activités de sensibilisation qui ont lieu dans le milieu collégial, on a voulu voir qu'est-ce que les participants, c'est quoi l'incidence de ces activités-là, soit par l'intermédiaire d'activités qui sont organisées par les collèges, mais également quand ce sont des thèmes qui sont abordés en classe dans les contenus de cours.
Donc, ce qu'on a eu comme résultat, c'est que les participants ont déclaré peu d'activités en lien avec la diversité sexuelle et de genre, qu'elles soient organisées par les collèges ou dans les contenus de cours. Donc, je vous rappelle qu'il y a le contexte COVID aussi qui fait en sorte que pour plusieurs étudiants, ils n'avaient jamais été presque dans leur milieu, dans leur collège. Là. Donc, c'est sûr que les activités organisées par les collèges aussi ont été grandement affectées et les contenus de cours aussi ont été bouleversés là, à cause de toute l'idée de tomber à distance, etc. Malgré le contexte COVID, il y a un des rapports de GRI de 2016, là, on avait regardé un petit peu qu'est-ce qui en ressortait, puis on avait constaté que sur 140 interventions dans le milieu scolaire, il y en avait seulement 15 qui avaient été faites dans le milieu collégial. Donc, les activités, quand même, semblent peut-être moins présentes dans le milieu collégial que ce qu'on va retrouver là, au secondaire. Dans les résultats aussi, on constate qu'il y a plus d'activités de sensibilisation quand il s'agit de collèges de grande taille plutôt que de petite taille. Est-ce à dire que les collèges de grande taille ont plus de ressources, plus de moyens? L'histoire ne le dit pas, mais quand même, il y aurait quelque chose à regarder ici là, pour voir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans les collèges de petite taille. Chose importante aussi, c'est que les étudiants qui déclarent qu'ils n'ont pas eu connaissance d'activités, qu'elles aient lieu dans le collège ou dans le contenu là, des cours, ils vont montrer des niveaux supérieurs de croyances et de perceptions homonégatives, hétéronormatives, c'est-à-dire donc moins d'ouverture versus moins de sensibilisation aussi. Autre chose, on a constaté dans les réponses des participants que quand les activités de sensibilisation avaient lieu dans le cadre de cours, bien, les étudiants, ils s'en rappelaient plus. Donc, peut-être que ce serait à privilégier de faire de la formation plutôt dans le cadre des cours. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que les collèges organisent des activités, mais ça veut dire que la rétention des informations est plus grande quand ça a lieu en classe. Maintenant, c'est certain qu'en classe, l'étudiant est plus captif. Le contenu peut être plus propice à être évalué par la suite. Donc, peut-être que là, les étudiants, ils sont plus attentifs à ces contenus-là. Et évidemment, quand c'est organisé dans les collèges, mais encore faut-il que l'étudiant soit disponible à ce moment-là, qu'il soit intéressé par le sujet, bon, etc. Donc, c'est des petites choses là, qui peuvent expliquer là, pourquoi c'est à privilégier en classe. Par la suite, Éric, je vais te demander de changer là, Par la suite, on s'est intéressé à savoir comment les participants percevaient les personnes qui s'identifiaient ouvertement à la diversité sexuelle et de genre. Les résultats sont quand même particuliers, je dirais, pour ne pas dire délicats, là, sans vouloir vexer personne. Mais ce qu'on a constaté, c'est que dans 80% des participants qui ont déclaré avoir une perception très négative ou plutôt négative s'identifiaient de sexe masculin. Et quand on compare à l'étude de Chamberlain, bien, dans l'étude de Chamberlain, elle arrivait aussi à des résultats similaires, c'est-à-dire que dans des programmes où il y avait une forte concentration masculine, il y avait davantage d'attitudes négatives, voire homophobes, à l'égard des personnes qui s'identifiaient ouvertement à la diversité sexuelle et de genre, contrairement dans des programmes mixtes ou majoritairement féminins. Donc, là aussi, là, il y a un petit quelque chose là, qui va revenir là, dans les recommandations plus tard. Autre élément, c'est que quand on regarde les analyses qui portent sur les mesures de croyance, de perception homonégative, hétéronégative, transphobes, bien, les étudiants qui se déclarent de sexe masculin ont un niveau supérieur de croyance, donc encore là, une moins grande ouverture, et ce, peu importe s'ils s'identifient à la diversité sexuelle ou non. Donc, il y a vraiment là, lieu d'aller travailler la sensibilisation là, à ce niveau-là. On a aussi été explorer ce qui se passait dans les collèges du point de vue des étudiants concernant des situations qu'on peut considérer, des comportements, des situations qu'on peut considérer négatives à l'égard de jeunes qui s'identifient à la diversité sexuelle et de genre. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris des éléments que Lynn Chamberlain avait questionnés plus de 10 ans auparavant, donc une liste de situations qui avait été questionnée par Lynn Chamberlain, et on demandait aux étudiants finalement s'ils ont entendu parler d'une situation de ce genre qu'aurait vécu un étudiant au collège parce qu'il est gay, lesbienne ou bisexuel ou trans.
Donc, ici, il faut vraiment avoir en tête, on l'a entouré, ils en ont entendu parler. Ils n'ont pas été témoins directs ou alors victimes de ces situations-là. Ils ont entendu parler que c'était arrivé. Donc, vous voyez toute la liste là, des situations. On voit que ce n'est pas anodin non plus comme situation ou comportement, là, se faire violenter, se faire menacer, subir des avances sexuelles, etc., être de la cible de voyeurisme. Donc, ce n'est pas des situations qui sont nécessairement anodines. On vous présente les résultats. Là, soyez sans crainte. Là, tous les résultats pour chacune de ces situations-là apparaissent dans le document que j'ai joint tout à l'heure. Donc, vous pourrez les apprécier par vous-même. Donc, on ne regardera pas ça en détail ensemble. Donc, on vous les a mis pour que vous les ayez en référence. Ce qu'on veut que vous reteniez par rapport à ça, c'est trois choses. D'abord, certes, il y a des situations qui sont plus mentionnées que d'autres. Okay? Deux qui font référence à être victimes de commérage, d'intimidation ou de menaces, rien, soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs que sur les réseaux sociaux. Donc, dans un contexte vraiment physique, probablement au collège. Donc, deux éléments qui sont liés ensemble, un qui se passe en ligne et l'autre dans le monde physique. Ensuite, se faire exclure, rejeter ou mettre à l'écart. Donc, c'est les trois situations qui sont les plus mentionnées. Toutefois, lorsque vous regarderez ces éléments-là, il ne faut pas avoir l'attention qui focus sur le fait qu'une situation qui est jamais observée ou rarement observée, une situation qui est rarement observée, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui s'est passé. Okay? Donc, une faible proportion de situations qui est rarement observée, c'est quand même des situations qui sont peut-être vécues par des dizaines, voire des centaines d'étudiants. On se rappelle qu'on a quand même un échantillon de 2876 étudiants. Donc, une situation qui est révélée comme observée souvent à 5 %, c'est des dizaines de situations. Donc, c'est quand même quelque chose qui est préoccupant, qui sont vécus par des étudiants dans nos établissements. Autre constat qu'il faut faire, c'est que c'est les mêmes résultats. On a comparé les résultats à ceux de Chamberlain et on arrive à peu près aux mêmes proportions, les mêmes situations qui sont le plus souvent mentionnées, etc., qu'il y a plus de 10 ans. Donc, les choses sont à peu près les mêmes. Donc, on compare les résultats de ces deux enquêtes-là, on arrive à des résultats qui sont très, très semblables. Et juste rapidement, je rappelle le contexte COVID dont Isabelle a fait mention tout à l'heure. Il y a des étudiants qui nous ont dit je ne peux pas me prononcer là-dessus puisque je n'ai jamais été physiquement au collège, donc c'est très difficile pour moi de révéler quelque chose à propos de ça. Et bien entendu, on a fait un pas de plus et on leur a demandé s'ils avaient été victimes ou témoins de ces situations. Donc, pour les questions, quand on les questionne à savoir s'ils ont été victimes ou témoins, ce sont les mêmes situations là, qui étaient proposées. Donc, on les a remis ici, là, violenter, vandaliser, menacer, exclure, etc. Et donc, les résultats, Éric, je t'invite à passer à l'autre page. Les résultats en ce qui a trait à si les participants ont été victimes ou témoins. Là, on a entouré là, 2-3 résultats ici. D'une part, ce qu'il faut faire ressortir là, de ce tableau-là, c'est que majoritairement, les personnes qui s'identifient hétérosexuelles n'ont souvent jamais été victimes ou témoins. Ceux qui ont été le plus souvent victimes et témoins ailleurs que dans le niveau collégial, ce sont les personnes qui s'identifient à la diversité sexuelle et de genre, donc la colonne là, LGBT+. C'est pratiquement une personne sur deux qui a été victime et témoin, mais ailleurs que dans le milieu collégial. Si on regarde dans le milieu collégial, donc juste témoin, c'est équivalent, là, que ce soit des personnes de la diversité ou des personnes qui s'identifient hétérosexuelles. Mais là, on attire votre attention, c'est victimes et témoins dans le milieu collégial ou victimes au collège. Encore là, il y a un pourcentage qui est supérieur quand ce sont des personnes qui s'identifient à la diversité. Éric l'a rappelé, on est en contexte COVID, donc si on n'avait pas été en contexte COVID, possiblement que ces pourcentages-là là, seraient plus élevés. Autre chose aussi, c'est que les participants n'avaient pas à se prononcer, à savoir sur chacune des situations qui étaient mentionnées là, par rapport à la diapo précédente. S'ils avaient été victimes ou témoins de l'une de ces situations-là, à ce moment-là, ils mentionnaient avoir été victimes ou témoins.
Donc, comme Éric l'a mentionné, un faible pourcentage, ça ne veut pas dire que c'est anodin. Et là, je vais laisser Éric vous présenter qu'est-ce que ça peut représenter en nombre. Effectivement, hein. Si on regarde les pourcentages du tableau précédent, on dit que c'est des faibles proportions de ce qui s'est passé dans les collèges. Mais quand on regarde ça en nombre absolu, il ne faut pas se laisser leurrer par de faibles pourcentages. Juste dans notre enquête, dans 7 établissements, c'est 149 événements différents qui ont été soulignés par des étudiants dont ils ont été victimes ou témoins. Pas juste qu'ils en ont entendu parler, là. Ils ont été directement témoins ou victimes. Donc, ça fait quand même beaucoup d'événements. Okay? Donc, imaginez si on regarde dans l'ensemble du réseau collégial tout ce qui peut se passer dans le réseau. C'est des centaines, voire des milliers d'événements à chaque année dont sont victimes des jeunes qui fréquentent nos établissements à cause de leur identité sexuelle et de genre. Donc, il y a lieu probablement de réfléchir et de poser des actions concrètes par rapport à ça. Donc, par la suite, on s'est intéressé à savoir est-ce que les personnes qui étaient victimes dénonçaient les situations ou pas. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a peu, parmi les participants, là, il y a peu de personnes qui s'identifiaient comme qui avaient été victimes d'une situation vécue qui vont dénoncer là, les situations pour lesquelles elles ont été victimes. Parmi les victimes, ce sont principalement les personnes qui s'identifient à la diversité sexuelle et de genre qui vont aller jusqu'à dénoncer là, les situations qu'elles ont été victimes. Maintenant, pourquoi les personnes ne dénoncent pas ces situations-là? Il y avait plusieurs raisons qui ont été évoquées là, par les participants. On a retenu les 4 plus importantes, c'est-à-dire le sentiment que l'événement n'était pas assez majeur ou sérieux pour être dénoncé. Donc, ça, c'est une opinion personnelle du participant. L'impression que rien ne serait fait pour corriger la situation, donc de la part de l'établissement, par des répercussions négatives et crainte pour la confidentialité des informations qui sont fournies. Si on regarde ces 4 raisons-là, bien, les réponses 2, 3 et 4 suggèrent qu'il y a peut-être un manque de confiance envers les établissements d'enseignement, peut-être quant à leur capacité à bien gérer ou à résoudre ces situations-là. Maintenant, si on regarde, qu'est-ce qu'il y en est des témoins? Donc, si on change de diapo, et Éric, oui. Donc, on voulait savoir, bien, les témoins, eux, est-ce qu'ils rapportent davantage les situations et pourquoi ne les rapportent-ils pas? Donc, à l'inverse de ce que les victimes mentionnaient, c'est-à-dire que les participants qui sont témoins dénoncent davantage les situations quand ils s'identifient hétérosexuels, alors que quand les personnes victimes dénoncent, ce sont davantage les participants de la diversité. Donc, premier constat. Deuxième chose, pourquoi les témoins ne rapportent pas? On a entouré ici, encore là, les principales raisons, mais celles qui sont entourées sont les mêmes raisons pour lesquelles les victimes ne dénoncent pas, c'est-à-dire sentiment que l'événement n'est pas assez majeur ou sérieux, impression que rien ne serait fait, numéro 5, par des répercussions négatives. Les numéros 3 et 4, bien, la victime a résolu le problème ou a demandé de rien rapporter, bien, ça l'explique pourquoi les témoins n'ont pas rapporté. Donc, les résultats de Chamberlain allaient également dans le même sens, c'est-à-dire que les raisons pour lesquelles les victimes et les témoins ne rapportaient pas étaient sensiblement les mêmes, pour ne pas dire les mêmes, puis même dans le même ordre, et de même qu'il y a peu de témoins et de victimes là, qui déclarent là, ce dont ils ont été victimes ou témoins. Maintenant, si on va à la diapo suivante, Éric, on a voulu savoir, à partir du moment où les victimes et témoins déclarent ce qu'ils ont vécu ou leur expérience, quelles sont les mesures qui sont prises là, par les collèges là, suite aux dénonciations? Encore là, ici, les participants pouvaient donner plus qu'une réponse. Donc, un même participant pouvait, là, on peut les retrouver dans différents encadrés. Donc, si on regarde les 2 premières lignes, que ce soit victime ou témoin, c'est là qu'on va retrouver le plus grand pourcentage là, de victimes et témoins qui répondent ces réponses-là. Là. Donc, la personne ressource a dit qu'elle s'occuperait de ça, qu'elle garderait un œil sur la situation, ou encore, aucune action n'a été entreprise. Donc, majoritairement, il n'y a pas grand-chose de fait finalement. Là. Il n'y a pas beaucoup de mesures qui sont mises en place là, suite aux dénonciations. Évidemment, dans certains cas, il y a des mesures qui sont prises.
Par exemple, l'agresseur a été réprimandé ou suspendu. La personne a confronté l'agresseur. Les coupables se sont fait suspendre pendant quelques jours. J'arrive vraiment à la fin de la colonne victime. Malheureusement, il n'a pas subi d'autres mesures, ce qui fait qu'il a recommencé. Bref, si on regarde de façon générale les résultats, peu de personnes vont dénoncer ce qu'ils ont vécu en tant que victimes ou témoins. Et quand ils dénoncent, il y a peu de mesures concrètes qui sont mises en place par les collèges pour régler ces situations-là. Ça veut dire que ce n'est pas très, très incitatif non plus à faire ces dénonciations-là. Et donc, si on fait de bouche à oreille, évidemment, on va se dire que ça ne sert à rien de faire les dénonciations en raison de ce qui est fait par la suite. Est-ce que, excuse-moi de t'interrompre, Isabelle, mais est-ce que tu disais que dans les petits collèges, il semblait y avoir moins d'activités de sensibilisation? Est-ce que c'est aussi, est-ce qu'il y a une différence aussi entre les mesures qui sont prises en fonction de la dimension du collège, de la population? On n'a pas ces données-là, on n'a pas fait ces parallèles-là, à savoir, est-ce que les petits collèges ont différentes mesures de suivi? On ne s'est pas rendu jusque-là dans l'analyse des résultats. Par contre, ce serait vraiment intéressant de le faire, effectivement. C'est une bonne observation. Merci. Ça va? Oui, merci. Parfait. Donc, désolée de ne pas pouvoir y répondre, mais on va s'y pencher, comme je mentionnais. Maintenant, quel est le rôle des collèges suite aux dénonciations des situations dont sont victimes les participants, donc les étudiants au niveau collégial? D'entrée de jeu, comme on a commencé notre présentation, on mentionnait que il y avait plusieurs microagressions, que plusieurs jeunes étaient victimes de harcèlement, d'actes de violence. Il persiste des préjugés. Il y a encore des situations de discrimination à l'égard des personnes qui s'identifient à la diversité sexuelle et de genre. Donc, ça demeure que ces réalités-là sont encore ponctuellement observées au niveau collégial. Les personnes qui sont victimes de ces actions-là, de ces réalités-là, dénoncent peu aux responsables des établissements. Donc, comme on le mentionnait, les données de Chamberlain vont dans le même sens, c'est-à-dire qu'il semble que les établissements d'enseignement ont peu de mesures qui sont mises en place pour donner suite et que les participants de leur étude aussi semblent avoir peu confiance en ce que les établissements vont mettre en place ou vont donner comme suite. On rappelle à travers tout ça que les collèges, ce sont des lieux où les étudiants devraient se sentir en sécurité, et pour qu'ils puissent éventuellement réaliser leurs études pleinement au même titre que n'importe quel autre étudiant. On a mentionné aussi d'entrée de jeu que l'homophobie, la transphobie, c'était des freins importants au développement puis à la réussite scolaire des étudiants, autant au niveau collégial qu'au niveau secondaire, mais dans le cas qui nous concerne au niveau collégial. Donc, il y a quand même une importance à améliorer ce sentiment de sécurité-là pour que les étudiants aussi aient confiance dans leur milieu d'enseignement. Je rappelle aussi qu'il y a plusieurs impacts à ce sentiment d'insécurité-là. On en a fait part dès le début de la présentation. Un étudiant qui ne se sent pas en sécurité dans son milieu puis qui vit du harcèlement, des actes de violence ou autre, il va être plus sujet à de l'absentéisme, par exemple. L'absentéisme va avoir des impacts aussi sur sa réussite plus tard dans son domaine d'études. Il y a des impacts au niveau psychosocial, je ne leur donne pas tous les exemples, sur la santé physique, sur les perspectives futures de son développement, de sa persévérance scolaire, de sa réussite, puis on en revient aussi aux idées suicidaires. C'est ce qui fait en sorte que tout ça nous fait en sorte qu'on vous propose 7 recommandations, c'est-à-dire qu'on les propose au milieu de l'enseignement, mais ça touche évidemment toutes les sphères de l'enseignement.
Oui, donc je vais vous présenter les recommandations, mais j'ai vu, Nicole, il y a des questions dans le QR, donc je pourrais y répondre rapidement là, pour Tout à les fait. personnes. Là. Tout à fait. Moi aussi, j'en ai à vous poser, mais je ne peux pas les écrire, moi, dans le module de QR. Mais effectivement, la première question, c'est celle de Denis Geoffrey, qui en fait a deux questions. Donc, quelle est la proportion de personnes qui s'identifient LGBT+ dans votre étude? Et vous dites aussi que 1 % d'entre eux sont victimes d'un événement. Ça fait combien de personnes en tout? Puis quels sont ces événements-là? OK. Donc, pour la proportion, M. Jeffrey, en fait, étant donné notre stratégie d'échantillonnage qu'on est obligé d'adopter en raison du contexte COVID, une échantillon de volontaires, les jeunes qui s'identifient à la diversité sexuelle et de genre sont vraiment surreprésentés dans notre échantillon. Okay? Donc, ça frôle, je crois que c'est plus de 40% des étudiants qui s'identifient à quelque part appartenir à la diversité sexuelle et de genre. Donc, c'est sûr que notre échantillon de ce côté-là là, est vraiment surreprésenté à ce qu'on retrouve dans d'autres études populationnelles habituellement. 1% des jeunes qui sont victimes, c'est un petit peu ce que je mentionnais tout à l'heure. En fait, c'est 149 événements qu'on a pu répertorier, qui ont été rapportés par les étudiants. Mais ici, j'ai... ah non, j'ai pas là. Isabelle, est-ce que tu te rappelles de mémoire? C'était combien? Non. Ah, je pensais que je l'avais dans mes notes pour les diapos, mais je ne l'ai pas. Donc, c'est... C'est quoi la question, Éric? Est-ce que je me rappelle de... C'est quoi le nombre d'événements qui a été déclarés là, par les jeunes qui s'identifient à la diversité sexuelle et de genre? Là, sur les 149. C'était 149 tantôt, ce que tu mentionnais. Oui, là. mais il y a des jeunes qui ont été victimes ou témoins, mais ils ne s'identifient pas à la diversité sexuelle et de genre. Là. Donc, non, on n'a pas ça. Je n'ai pas les chiffres assez sûrs là, pour répondre à ça. Je pensais que je les avais dans mes notes, désolé. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait vous fournir ici. Il y a Marie-Hélène qui pose la question s'il y a des études qui peuvent conforter les préjugés des étudiants quant aux attitudes des membres du personnel. Au collégial, au québécois, je ne connais pas ce genre d'études-là, si elles existent, mais il existe dans le milieu scolaire québécois là, des travaux qui ont été faits justement sur ça, sur les attitudes du personnel enseignant, du personnel scolaire dans les écoles là, qui confortent un peu là, ces positions-là. Nicole, tu avais une question, toi? Oui, oui, ben, j'aimerais... Je pense que, d'après ce que j'ai compris, qu'il n'y avait pas de réponse à ça, mais je me demandais s'il y avait justement des hypothèses qui permettent de rendre compte de la différence d'attitude et de croyance entre les garçons et les filles, parce que ça semble assez important de la façon dont vous en parlez. Et je me disais aussi, est-ce que la question, c'est la différence d'attitude et de croyance des garçons et des filles envers les LGBT+, est-ce qu'elle s'observe même si l'établissement ou les enseignants offrent des activités de sensibilisation? Isabelle, est-ce que tu veux répondre? Ou... là, j'ai manqué le début parce que je lisais la question de Marianne Veilleux auquel on va répondre un petit peu plus tard dans nos recommandations. Puis, donc, mais je m'excuse, Nicole, il faudrait... Non, c'est pas grave. On va poser la première question seulement, l'autre, on pourrait y revenir. Donc, est-ce qu'il y a des hypothèses qui permettent de rendre compte de la différence d'attitude et de croyance entre les garçons et les filles? Puis la deuxième, c'était? Est-ce que cette différence d'attitude-là, elle persiste même dans les établissements qui offrent des activités de sensibilisation? Donc, dans les établissements, en tout cas, nous, on a recueilli dans nos données, c'est-à-dire que quand il y a de la sensibilisation, ça fait en sorte qu'il y a plus d'ouverture. Même à ça, même s'il y a plus d'ouverture, il y en demeure pas moins que dans les concentrations, dans les programmes de concentration masculine, puis on va faire des recommandations aussi en ce sens-là. Il y a quand même une résistance là, à l'ouverture. Donc, même si la sensibilisation y est, il va falloir travailler plus fort en d'autres mots. Puis là, mon Dieu, je m'excuse, mais j'ai oublié la première question qui était... Bien, justement, les hypothèses qui permettraient de rendre compte des différences d'attitude et de croyances entre les garçons et les filles. Moi, j'ai des hypothèses, mais elles ne sont pas scientifiquement fondées, là. Donc, je ne sais pas si vous voulez que j'aille dans cette direction-là. Non, ça va aller comme ça. Il n'y a pas d'études qui ont porté là-dessus.
Pour le moment. Pas à ma connaissance à OK. moi. Peut-être Éric, là, il connaît d'autres études, j'en sais rien. Mais quelque chose de scientifique, moi, je n'ai pas lu d'études dans ce sens-là. OK. Non, on va plutôt peut-être donner, pouvoir tenter de répondre aux questions qui sont posées dans le module Q&R. Sur les attitudes du personnel, ça, il y a eu un bon début de réponse pour ça. Ouais. Il y a Amel Haïd aussi. Elle dit, dans les hypothèses du pourquoi les étudiants ne dénoncent pas avoir été victimes, c'est plus un constat, là. Il ne faudrait pas oublier la notion de double dévoilement pour les personnes LGBTQ. Et j'aimerais savoir de quoi on parle quand on parle de double dévoilement. C'est le fait finalement, en dénonçant et en révélant une situation, en même temps, tu dévoiles aussi ton identité sexuelle et de genre. Donc, tu t'exposes une deuxième fois finalement envers les autorités du collège, par exemple, à dévoiler qui tu es. Donc, il y a des gens qui veulent garder ça peut-être plus intime, mais en portant plainte, on s'expose davantage. Là. Okay. Il y a une question aussi de Marianne. Est-ce que vous croyez que le fait que les démarches pour porter plainte ne sont pas connues et claires par les étudiants a un impact sur la recherche d'aide? Est-ce que l'implantation d'un système clair de plainte sur le harcèlement et les violences vécues par les étudiants et la diversité serait pertinent et aidant? Et j'imagine que ça va peut-être être inclus, la réponse est incluse dans la suite à votre présentation. Exactement. Donc, on va y aller avec les recommandations pour être sûr de rentrer dans notre temps, puis vous présenter les éléments et ça va répondre en partie. Là. Donc, comme Isabelle vous disait, la recherche et notre consultation des écrits spécialisés nous amènent à formuler 7 recommandations pour les établissements d'enseignement collégial en matière de diversité sexuelle et de genre. La première recommandation, donc, suggère au collège de travailler davantage en partenariat avec des organismes spécialisés en matière de gestion de la diversité sexuelle et de genre. Donc, pour faire une meilleure sensibilisation et d'intervenir plus efficacement auprès des communautés collégiales. Donc, bien entendu, les collèges ne peuvent pas travailler seuls. Ils auraient tout intérêt à créer des partenariats avec des organismes qui ont des compétences pour travailler, à intervenir dans des situations qui concernent la diversité sexuelle et de genre. Ce genre de partenariat-là bonifierait les ressources des collèges, bien entendu, permettrait de fournir des services et des renseignements sur la diversité sexuelle et de genre qui sont plus adéquats pour répondre aux besoins et aux situations que vivent les étudiants. Ça permettrait aussi une meilleure visibilité dans le milieu collégial de cette diversité. Donc, des partenaires qui seraient présents de manière planifiée, des partenariats qui seraient pérennes dans le temps, donc il y aurait une présence réelle et stable dans les collèges. Donc, ça permettrait une meilleure visibilité. Ensuite, ce que nos résultats de recherche montrent aussi, puis on le voit aussi dans d'autres écrits, dans d'autres recherches, c'est que souvent en milieu scolaire, des jeunes vont exprimer un manque de confiance envers les établissements d'enseignement en ce qui a trait à leurs compétences en matière de diversité sexuelle et de genre pour gérer certains dossiers. Donc, on a observé, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles les participants de notre étude n'ont pas dénoncé les situations. Ils pensent que les établissements ne sont pas assez compétents pour gérer les situations. Donc, un partenariat permettrait d'avoir des collèges qui sont mieux équipés, mieux outillés, du personnel mieux outillé pour répondre aux besoins des étudiants et de fournir des milieux scolaires qui sont plus sécurisants et inclusifs. Donc, ça nous amène à notre deuxième ensemble de recommandations. Donc, la première action qu'un collège peut poser en ce sens, c'est d'adopter clairement une politique spécifique concernant la diversité sexuelle et de genre afin d'augmenter le sentiment, d'améliorer plutôt le sentiment de sécurité envers les établissements. Une politique de ce genre, Isabelle va y revenir, doit prévoir des mécanismes très clairs pour le traitement des plaintes, donc ça répond à la question, pour le traitement des dénonciations, et doit aussi prévoir de sanctionner les violences homophobes et transphobes de la même manière qu'on peut sanctionner toutes les autres formes de violence. Donc, de reconnaître ces violences-là au même titre que les autres formes de violence peuvent avoir dans nos collèges.
C'était une recommandation, ça, qui a été déjà émise par Chamberlain il y a plus de 10 ans. Et à vue d'œil comme ça, si vous faites le tour des politiques des collèges, généralement, ce n'est pas la majorité des collèges qui ont des politiques spécifiques qui concernent la diversité sexuelle et de genre. Exact. Donc, une troisième recommandation, ça serait de mettre en place des mesures qui vont favoriser l'ouverture et l'inclusion, surtout à l'égard des personnes de la diversité sexuelle et de genre. Pour y arriver, bien évidemment, il faut démontrer de la reconnaissance et de l'inclusivité envers les personnes, justement, qui s'identifient à la diversité sexuelle et de genre. Et pour ça, bien, il faut mettre des politiques institutionnelles et administratives en place. Donc, il faut faut les construire, il faut les écrire, mais il faut aussi les publiciser. Et ça aussi, c'est peut-être, ça répond à une des questions de Marianne, entre autres. Souvent, elles ne sont pas publicisées. Et donc, bien, les étudiants, ils ne les connaissent pas vraiment, puis ils ne savent pas nécessairement où aller là, pour faire les dénonciations. Aussi, il faudrait considérer davantage le sexe neutre dans les politiques là, administratives et institutionnelles. Autre chose, mais il faut investir aussi dans les infrastructures. Donc, offrir un local étudiant là, pour les personnes de la diversité, améliorer le nombre là, de toilettes non genrées, afficher le drapeau arc-en-ciel pour démontrer l'inclusivité et les différences là, des étudiants dans le collège, mettre davantage d'affiches sur la diversité pour promouvoir la sensibilisation aussi, faire des activités de sensibilisation et de formation, autant à l'égard du personnel qu'à l'égard des étudiants aussi. On va y revenir là, pour le personnel. Il faut faire plus d'activités de sensibilisation là, dans des programmes où il y a une forte concentration masculine parce qu'on a démontré tantôt qu'il y avait beaucoup moins d'ouverture que dans les programmes là, mixtes ou féminins. Puis en faisant tout ça, mais on pense que ça va améliorer le sentiment de confiance envers le collège et donc améliorer là, le sentiment d'inclusion. Une quatrième recommandation nous amène aussi à souligner que dans l'étude de Chamberlain, il était état qu'il y a plusieurs étudiants qui arrivent au collégial puis qui sont encore marqués psychologiquement par des événements qu'ils ont vécu eux autres au secondaire, des événements qui étaient de nature homophobe. Donc, il faut encore plus cibler le collégial pour qui, bien évidemment, le secondaire, il faut rendre ça plus sécurisant, plus inclusif. Et quand ces étudiants-là ils arrivent au collégial, il faut qu'ils arrivent dans un environnement où est-ce qu'il y a beaucoup plus là, d'ouverture, puis qu'ils se sentent vraiment en sécurité. Et pour ça, pour y arriver, bien, on suggère de former tous les membres du personnel, peu importe, pas seulement les professeurs, parce que finalement, le milieu collégial, c'est tout la structure dans laquelle les étudiants se retrouvent. Donc, leur vie de tous les jours, que ce soit à la bibliothèque, que ce soit à la cafétéria, que ce soit n'importe où. Donc, ça ne se passe pas juste en classe, le milieu collégial. Donc, il faut parler, il faut sensibiliser le personnel, il faut revenir sur les concepts de base de la diversité sexuelle et de genre. Il faut défaire les mythes et préjugés. Il faut parler de l'évolution des droits des personnes de la diversité. Il faut parler de l'évolution des lois qui sont mises en place, qui changent, qui s'améliorent, les bonnes pratiques d'intervention à adopter là, dans cet univers scolaire-là. Évidemment, la collaboration des organismes spécialisés et de mise, parce que ce sont somme toute les spécialistes là, les thèmes là, reliés à la diversité. La recommandation suivante, bon, évidemment, tantôt, je vous ai présenté qu'est-ce qui était mis en place là, dans les collèges quand les victimes et les témoins là, dénonçaient. Donc, dans le contexte où est-ce qu'il semble qu'il y a peu de mesures qui sont mises en place pour donner suite là, aux dénonciations, bien, il faut travailler pour mettre en place des procédures de signalement, des procédures qui sont équitables, qui sont claires dans la façon de traiter les plaintes. Donc, puis il faut évidemment les publiciser pour que les personnes qui sont victimes ou témoins puissent savoir où aller faire là, ces signalements-là. Évidemment, l'expertise des organismes doit être mise à profit parce qu'eux aussi ont des procédures de signalement. Puis évidemment, pour voir, mettre un ordre aussi, parce que des fois, les signalements vont aller jusqu'à faire appel là, aux policiers. Donc, le temps avance. Je vais arrêter là pour laisser Éric terminer là, les deux autres recommandations. Parfait. Donc, la 6e recommandation, toujours dans l'idée de rendre des collèges plus sécurisants et inclusifs,
on croit que les collèges doivent prendre un petit peu le lead, si vous me permettez l'expression, là, dans l'idée de promouvoir et de soutenir la présence de comités alliés, de comités de diversité, de comités LGBT+, dans les collèges. Donc, que les collèges s'investissent davantage, d'assurer la présence de ces comités-là et que ces comités-là ne soient pas des fois peut-être à la merci d'étudiants qui veulent davantage engagés, qui veulent s'y investir. Donc, de s'assurer que ces comités-là sont bien présents, actifs dans les collèges, qui assurent une visibilité de la diversité sexuelle et de genre. Et c'est un acteur de plus pour travailler en partenariat, bien entendu, avec les organismes externes. Et finalement, la dernière recommandation, donc, vous allez voir, elle dépasse ce que peuvent faire les collèges seuls. Okay? Ça va prendre, si on veut la mettre en œuvre de manière finale, c'est sûr que ça va prendre une intervention, une directive ministérielle ou gouvernementale. C'est l'idée de créer des activités de formation, de sensibilisation dans un continuum d'éducation, d'intervention du primaire au secondaire et au collégial. Et même, on pourrait, nous, on arrête au collégial, mais on pourrait ajouter l'universitaire par la suite. Donc, ça a un aspect très pédagogique qui devrait interpeller les collèges. En fait, cette idée-là vient en bonne partie de ce qu'on a remarqué dans les écrits spécialisés. C'est qu'en fait, on remarque que les activités de sensibilisation, de démystification de la diversité sexuelle et de genre qui sont organisées ponctuellement par des organismes ou par des activités pédagogiques ont un effet positif immédiat, mais l'impact à long terme, l'évaluation des impacts à long terme est davantage mitigée. Donc, il y aurait lieu de penser vraiment de développer des programmes d'éducation et d'intervention à long terme pour lesquels les effets à long terme sont vraiment bien documentés et on voit un impact positif sur les attitudes à long terme. Donc, il faut penser à travailler dans un continuum peut-être interordre qui permettrait aux jeunes Québécois, aux élèves et aux étudiants québécois de construire progressivement leurs connaissances et leurs compétences en matière de diversité sexuelle et de genre. Donc, bien entendu, c'est toute une recommandation qui demeure à être imaginée, qui demeure à être développée, mais moi, j'ai la conviction profonde que les collèges peuvent peut-être faire preuve d'initiative là-dedans et de développer peut-être des projets pilotes, des partenariats avec des organismes et des écoles secondaires pour mettre les bases de ce système-là qui permettrait de mieux former les jeunes au fur et à mesure de leur évolution dans le système scolaire. Donc, bien entendu, c'est un travail de longue haleine qu'on propose avec cette recommandation-là, mais je suis convaincu, Isabelle aussi, puis fort probablement que vous en êtes convaincu, que ça vaut le coup à long terme afin de fournir à tous les cégepiens des milieux scolaires qui vont les protéger contre les préjugés, qui vont les protéger contre le harcèlement, qui vont les protéger contre le mépris, qui vont leur offrir des lieux dans lesquels ils vont pouvoir s'épanouir tels qu'ils sont ultimement. Donc, c'est le mot de la fin. J'espère qu'il nous reste peut-être 2-3 minutes pour échanger. Et puis, merci beaucoup. Je viens de regarder là, la question de M. Kerouac, là, à savoir si ça serait utile d'exiger une formation de sensibilisation sensible semblable à celle qui est mise en place dans tous les cégeps et universités, là, la formation VAX là, sur les agressions sexuelles, etc. Donc oui, moi je pense, et je croirais qu'Éric aussi, là, je réponds à sa place, mais oui, quelque chose, une politique de sensibilisation, une formation obligatoire, là, à mon avis, serait très, très pertinente et devrait être incluse là, à cette formation-là. Et pour répondre à Mme Després, pour l'instant, on n'a pas de rapport de disponible. C'est un rapport interne qu'on a fourni là, à nos organismes partenaires. Par contre, possiblement qu'on va publier un article là, où on pourra évidemment le partager là, à plus large échelle. À vous, merci. J'aimerais savoir, j'aurais une question, c'est vous faites des recommandations, il y en a 7. Est-ce que vous savez si dans des collèges, il y a déjà de ces recommandations-là qui sont appliquées actuellement? Je pense à des politiques. Est-ce qu'il serait possible d'avoir accès à ces politiques-là pour inspirer les participants? Parce que ce sont des politiques, donc c'est du domaine public. Est-ce que ce serait possible de partager ces politiques-là?
Oui, donc, bien entendu, hein, les collèges ne sont pas tous au même endroit là-dedans. Hein. Donc, il ne faut pas voir ces recommandations-là comme un tout qu'il faut appliquer. On peut y aller par morceaux, bien entendu. Je crois, Nicole, oui, il y a des collèges qui ont certaines politiques qui font référence à ça, mais à ma connaissance, à un moment donné, on avait cette idée-là, moi et Isabelle, faire le tour vraiment des collèges et de voir s'ils possèdent des politiques en cette matière-là. Donc, ce serait un travail à faire. Puis effectivement, si on pouvait partager ça, que d'autres collèges puissent en inspirer, effectivement, ce serait un travail là, qui serait déjà fait et dont on pourrait s'inspirer. Parfait. Merci beaucoup, Éric. Mon Dieu, vous avez respecté le temps, vraiment, là, et les gens semblent avoir énormément apprécié. Alors, merci, Éric, merci, Isabelle, puis j'espère, bon, les participants, vous aurez accès au diaporama d'ici à la fin de la journée. Alors, ne vous gênez pas pour le partager avec vos collègues, que vous soyez enseignants ou professionnels ou techniciens dans un collège. Ça sera toujours une bonne façon, justement, de sensibiliser les gens de votre établissement, donc à la diversité culturelle, sexuelle, etc. Alors, merci beaucoup et ben, on se dit à la prochaine. Alors, je laisse encore un petit peu de temps pour permettre aux gens de pouvoir commenter s'ils le veulent et je me permets de rajouter le lien encore vers le formulaire d'appréciation. J'ai écrit que ça prenait 50 secondes, mais en fait, ça prend 30 secondes pour le compléter. Alors, merci énormément à vous deux. Je vous souhaite un bon après-midi et au plaisir de vous revoir dans le cadre d'un autre webinaire de la QPC. Merci aux participants. Merci à vous. Au revoir. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir.